Pour bien comprendre le principe de la décomposition de la variance, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs sources de variabilité distinctes. On a 60 joueurs dans notre base de données, ils ont des scores qui peuvent varier les uns entre les autres et il y a 3 sources qui expliquent cette variabilité. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre à travers une petite schématisation. On a 30 couples dans notre base de données. Chaque couple est constitué de 2 personnes physiques distinctes. Et les 30 couples sont répartis entre 3 conditions différentes, le groupe confiance en soi, le groupe sans entraînement spécifique et le groupe gestion du stress. Pour commencer, il faut faire la différence entre la variabilité intrasujet et la variabilité intersujet. La variabilité intrasujet est la différence entre 2 joueurs au sein d'un couple. Intuitivement, dans le contexte de cet exemple, on aurait pu parler de variabilité intracouple, mais le terme technique, c'est intrasujet. Au-delà de la variabilité intrasujet, il y a la variabilité intersujet, qui sera la différence entre le score de tous les couples. Cette variabilité intersujet, on peut la décomposer en 2 sources. Il y a d'abord la différence entre tous les couples à l'intérieur des conditions, ce qu'on appelle donc la variabilité intragroupe. Et ensuite, il y a la différence entre les conditions, et ça, c'est ce qu'on appelle la variabilité intergroupe. Voici le tableau que vous allez devoir compléter. Ça a l'air compliqué comme ça, mais si vous comprenez bien ce que vous faites, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose vraiment à retenir par cœur. Tout ça est relativement logique. On va commencer par regarder le détail pour les différentes lignes de notre tableau. Ensuite, on regardera ce qui se passe au niveau des colonnes. Je vous ai dit qu'il y avait 2 sources de variabilité possibles. La variabilité intersujet, soit la différence en termes de performance entre les couples, et la variabilité intrasujet, à savoir la différence en termes de performance entre les personnes à l'intérieur d'un couple. La première partie du tableau est celle qui va se rapporter à la variabilité intersujet. Et à ce niveau, on va étudier toutes les sources de variation qui peuvent expliquer que les 30 couples n'ont pas exactement le même score de performance. La deuxième partie, ce sera forcément la partie intrasujet, donc l'étude de la différence entre les scores des sujets à l'intérieur des couples. Et enfin, on fera l'addition de toutes les sources et ça correspondra à la variabilité totale, soit à la différence entre les scores des 60 personnes physiques dans notre base de données. La variabilité intrasujet, on n'est pas encore en mesure de l'étudier sur base des outputs qu'on a obtenus dans Jamovi. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a calculé un score W0i qui était un score composite. Et comme on l'avait vu à ce moment-là, en calculant un score unique par couple, on fusionne le score des 2 personnes physiques et donc on n'est plus capable de faire la différence entre les scores des 2 joueurs à l'intérieur d'un couple. Pour être capable de reconstituer le tableau de décomposition de la variance complet, on aura besoin de cette information et donc on fera plus tard une analyse supplémentaire qui nous permettra d'étudier cette variabilité intrasujet. Pour l'heure, on va plutôt insister sur tout ce qui se rapporte à la variabilité intersujet. Comme je l'ai rappelé à travers ce schéma, la variabilité intersujet se décompose en 2 sources. Il y a d'abord la variabilité entre les couples à l'intérieur des conditions, c'est ce qu'on appelle la variabilité intragroupe, et la différence entre les scores des couples d'une condition à l'autre, et c'est ce qu'on appelait la variabilité intergroupe. Dans la partie du tableau qui se rapporte à la variabilité intersujet, je vais donc avoir 2 zones distinctes. La première qui se rapporte à la variabilité intergroupe. La variabilité intergroupe, c'est la différence entre les 3 conditions définies par les modalités de mon facteur. Les 3 premières lignes vont constituer le détail de cette variabilité intergroupe. Vous voyez la ligne totale prépa, c'est là que je vais étudier toute la variabilité qui se rapporte à la différence entre les 3 conditions. On avait décomposé cette variabilité qui se rapporte à ce facteur en 2 codes contrastes, puisqu'on était dans une approche a priori, et donc la variabilité qui apparaîtra à la ligne totale prépa sera décomposée sur les lignes C1 et C2. Dans la mesure où on tente d'expliquer la différence entre les scores des différents couples par le facteur préparation, toute la variabilité qui ne pourra pas être expliquée par la différence entre les conditions constituera l'erreur résiduelle. Elle correspondra à la différence entre les couples à l'intérieur d'une et une seule condition. Si l'entièreté de la variabilité entre les couples pouvait être expliquée par le facteur préparation, eh bien, la variabilité résiduelle serait nulle. Autrement dit, tous les couples appartenant à une et une seule condition auraient exactement le même score. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau des colonnes.
Lorsqu'on veut tester l'effet d'un facteur, on calcule une statistique f et cette dernière sera associée à une p-valeur. Cela correspond donc à ces deux colonnes ici. Une statistique f sera toujours le ratio entre deux sources de variabilité et je vous rappelle que le carré moyen, c'est un synonyme de variance corrigée. Donc la f sera un ratio entre deux carrés moyens. Plus spécifiquement, au numérateur, on va étudier la part de la variabilité liée au facteur qui m'intéresse. Et au dénominateur, on va étudier la part de la variabilité résiduelle. Par exemple, la statistique f qui sera calculée pour tester la significativité du facteur préparation correspondra au ratio entre la part de la variabilité expliquée par le facteur, soit la variance corrigée du facteur, et la part de la variabilité résiduelle, soit le carré moyen résiduel. Vous devez aussi vous souvenir qu'une variance corrigée, c'est une somme des carrés des écarts divisée par des degrés de liberté. Par exemple, la variance corrigée du facteur préparation correspondra au ratio entre la somme des carrés des écarts du facteur préparation et le degré de liberté qui s'y rapporte. In fine, toutes ces colonnes, somme des carrés des écarts, degré de liberté, carré moyen, f et p-valeur, correspondent aux colonnes qui sont automatiquement fournies dans n'importe quelle sortie ANOVA dans Jamovi. Vous pouvez voir ici dans votre tableau, nous avons sum of square qui correspond bien à la somme des carrés des écarts, df pour degrees of freedom, c'est les degrés de liberté, mean square qui correspond au carré moyen, donc à la variance corrigée, la statistique f et la p-valeur qui lui est associée. Dans notre tableau, on a juste choisi de rajouter deux colonnes en plus de celles fournies dans toute sortie ANOVA. Pour commencer, il y a la colonne B. Ça va correspondre aux coefficients que vous aviez calculés pour les prédicteurs C1 et C2 dans votre équation du modèle augmenté. Et la PRE qui correspond à la proportion de réduction de l'erreur que vous connaissez bien maintenant. Dans la première sortie ANOVA, vous devez reconnaître deux des sources de variabilité qu'on a étudiées, la variabilité liée au facteur préparation et la variabilité résiduelle. Je vais donc pouvoir copier-coller toutes ces valeurs directement dans mon tableau de décomposition de la variance. À présent, nous allons compléter les lignes qui se rapportent au premier et au deuxième contraste. Là par contre, vous ne pourrez pas directement copier-coller les valeurs fournies dans un output Jamovi, mais vous allez pouvoir déduire ces informations de la sortie liée au contraste si vous avez bien en tête le lien entre la statistique T et la statistique F, ainsi que le fait que le carré moyen est égal au ratio entre la somme des carrés des écarts et les degrés de liberté, et que la statistique F est un ratio entre un carré moyen lié à un facteur et le carré moyen résiduel. Dans la sortie des contrastes, vous pouvez observer les deux statistiques T associées respectivement à C1 et à C2. Elles valent -3.781 et -0.82. Si vous élevez ces deux valeurs au carré, vous connaîtrez les valeurs des statistiques F associées respectivement à C1 et C2. En effet, une statistique T élevée au carré est égale à la statistique F. C'est le fameux lien dont je parlais entre les deux statistiques. Heureusement, si je calcule une ANOVA ou un test T, j'obtiendrai exactement la même p-valeur puisque l'ANOVA est une généralisation du test T. Autrement dit, la p-valeur associée à la statistique F sera exactement la même que la p-valeur associée à la statistique T. N'oubliez pas de diviser par 2 la p-valeur associée à C1 puisque nous avions une hypothèse de type unilatéral et qu'on avait vu lors de la vidéo précédente que les résultats allaient bien dans le bon sens. J'ai directement ajouté aussi les degrés de liberté. Il y a un degré de liberté par contraste. C'est justement le principe de l'approche a priori. C'est de décomposer les deux degrés de liberté du facteur intra en autant de contrastes que nécessaire. Je vous ai rappelé il y a quelques minutes qu'une statistique f était un ratio entre le carré moyen du facteur qui m'intéresse et le carré moyen de l'erreur. Pour C1, je noterai que la statistique f, qu'on a trouvée comme valant 14.295, sera égale au carré moyen de C1, soit la valeur qu'on doit déterminer dans cette case, divisé par le carré moyen résiduel qui vaut 134.313. En transformant cette équation, on peut comprendre que le carré moyen associé à C1 est égal à 14.295 multiplié par 134.313, ce qui me donne 1920. Par ailleurs, on a vu que le carré moyen était égal à la somme des carrés des écarts divisé par les degrés de liberté. Autrement dit, la somme des carrés des écarts divisé par 1 est égale au carré moyen. C'est ainsi qu'on comprend que lorsque le degré de liberté vaut 1, somme des carrés des écarts et carré moyen sont identiques. Vous pourrez appliquer ces deux étapes pour trouver le carré moyen et la somme des carrés des écarts de ces deux.
On en a presque terminé avec la variabilité inter, reste maintenant à faire le total de toutes ces sources de variabilité qu'on vient de détailler. Pour la somme des carrés des écarts, il suffit d'additionner le total lié au facteur préparation et le total de l'erreur résiduelle. Notez au passage que 1920.9 est égal à 1920 plus 0.9, et c'est tout à fait logique puisque les contrastes sont la décomposition du facteur préparation. Je peux également additionner les degrés de liberté du total prépa et de l'erreur résiduelle pour trouver les degrés de liberté totaux qui se rapportent à la variabilité intersujet. Pour le carré moyen, par contre, je ne peux surtout pas additionner les carrés moyens, je dois diviser la somme des carrés des écarts par les degrés de liberté. Or, 5547.35 divisé par 29 donne 191.288. Il ne nous manque plus que les PRE pour en avoir tout à fait fini avec ce qui se rapporte à la variabilité intersujet. Et les PRE se trouvent en calculant le ratio entre, au numérateur, la somme des carrés des écarts qui se rapporte au facteur que je suis en train d'étudier, et au dénominateur, l'addition entre cette somme des carrés des écarts du facteur que j'étudie et la somme des carrés des écarts de l'erreur. Par exemple, la PRE associée à C1 est trouvée en divisant 1920 par l'addition entre 1920 et 3626.45. J'ai déjà rappelé le fait que la variabilité intra-sujet ne pouvait pas être étudiée sur base des outputs qu'on a déjà obtenus dans la NOVA, simplement parce qu'en calculant un score composite W0I, on a fusionné les scores des deux joueurs à l'intérieur d'un couple, si bien qu'on n'est plus capable de faire la différence entre les scores des différentes personnes physiques à l'intérieur des couples. Si on a envie que Jamovi décompose la variabilité liée à la différence entre les joueurs, eh bien la solution sera de faire comme si la différence entre les deux joueurs au sein d'un couple était un facteur d'intérêt. Attention, je dis bien faire comme si c'était un facteur d'intérêt. En réalité, vous savez que ça n'en est pas un. Et si ça avait été un facteur d'intérêt, eh bien on aurait été en présence d'un plan mixte et pas d'un plan niché. Je retourne dans ma base de données et je vais passer par le menu classique de la NOVA, celui qui permet d'introduire tant des facteurs intersujets que des facteurs intrasujets, puisqu'en effet, si réellement la différence entre les deux joueurs était un facteur d'intérêt, ce serait un facteur intrasujet, dans la mesure où les deux personnes physiques qui constituent un couple sont considérées comme étant un seul et unique individu statistique. Je vais donc me rendre dans Analysis ANOVA et je vais choisir l'option Repeated Measures ANOVA, option dans laquelle vous retournerez d'ailleurs lorsqu'on fera des plans croisés et des plans mixtes. Vous voyez que le menu va se présenter différemment de ce que vous avez l'habitude de voir. On va devoir définir notre facteur intra. D'habitude, lorsqu'on travaille avec des facteurs inter, c'est assez facile puisqu'il y a une colonne qui représente le facteur et il suffit donc de faire passer cette colonne dans la zone qui correspond au facteur intersujet. Je peux d'ailleurs le faire tout de suite. Vous voyez en bas, il y a une zone Between Subject Factors. Eh bien, je vais y faire passer le facteur préparation qui, comme vous le savez, est notre facteur intersujet. Par contre, il n'y a pas une seule colonne dans laquelle on va voir apparaître tous les scores du facteur intrasujet. En effet, le principe, c'est que dans la mesure où ce sont les mêmes individus statistiques qui sont testés plusieurs fois, chaque modalité du facteur intrasujet sera placée dans une colonne distincte dans la base de données. Nous allons donc devoir définir le facteur intra, dire au programme comment il s'appelle, combien est-ce qu'il contient de modalités, et ensuite, nous ferons passer les colonnes correspondant à chacune des modalités du facteur. C'est parti, je vais commencer par changer de nom. Vous pouvez cliquer sur la zone RM Factor 1 et là on va donner un nom qui est plus parlant, qui nous permet mieux de comprendre ce qu'on est en train d'étudier. Et je vais par exemple appeler mon facteur joueur. Vous pouvez donner un autre nom, peu importe, tant que vous comprenez bien que ce qu'on étudie, c'est la différence entre les deux personnes physiques à l'intérieur des couples. Il y a deux niveaux, puisque deux personnes physiques, soit deux mesures répétées par individu statistique, pour dire les choses de manière un peu plus technique. Et donc, le premier niveau correspondra au premier joueur. Je vais donc appeler ce niveau joueur 1. Le deuxième correspondra au deuxième joueur. Je vais donc appeler ce niveau joueur 2. Je vais mettre des espaces comme ceci. Voilà. Vous voyez que la zone Repeated Measure Cells contiendra autant de zones qu'il n'y a de modalités définies par le facteur. Si j'avais défini un troisième niveau, il y a une troisième zone qui se serait rajoutée. Et chaque zone est nommée en fonction du nom qu'on a choisi de donner à la modalité. La première zone s'appelle donc joueur 1 et la deuxième s'appelle joueur 2. Dans la première zone, je vais faire glisser la variable correspondant au score du premier joueur et donc je fais passer la variable performance joueur 1.
De manière tout à fait logique, dans la deuxième zone, je fais passer performance joueur 2. Vous verrez que dans l'output de Jamovi, il y aura deux sorties distinctes, une qui se rapportera à la variabilité Between Subject Effects, vous reconnaissez ici la variabilité liée au facteur préparation et l'erreur résiduelle, soit la variabilité intragroupe, et une sortie qui va nous intéresser plus spécifiquement et qui se rapporte à la variabilité intrasujet, soit ce qui fait que tous les joueurs au sein des couples n'ont pas exactement le même score. Tout ceci va correspondre à la variabilité intrasujet. Vous voyez que Jamovi a décomposé la variabilité intrasujet en trois sources. Je vais un tout petit peu vous expliquer en quoi elle consiste. La première source, c'est tout simplement le joueur. Si j'ai deux personnes différentes, eh bien ces deux personnes ont une individualité et n'ont pas nécessairement exactement le même score de performance. La deuxième source, c'est l'interaction entre le joueur et la condition dans laquelle s'est retrouvé l'individu. Si j'ai deux personnes qui sont placées dans la condition entraînement confiance en soi par exemple, eh bien si la première personne manque cruellement de confiance en elle, peut-être que le fait d'être placée dans cette condition va énormément la booster, si bien qu'au final, le score de performance sera beaucoup plus élevé que si cette personne s'était retrouvée dans la condition sans entraînement spécifique. Si l'autre personne, quant à elle, a une bonne confiance en elle dès le départ, eh bien peut-être que l'impact de l'entraînement en confiance en soi finalement ne sera pas aussi important sur lui, si bien que son score de performance ne sera pas tellement différent de ce qu'il aurait été s'il avait été dans la condition sans entraînement spécifique. Là, je suis simplement en train de vous dire que l'impact du facteur intersujet ne sera pas le même sur tous les joueurs, si bien qu'on parlera d'interaction entre les joueurs et le facteur intersujet. Et enfin, la dernière source, c'est les résidus, c'est tout ce qu'on n'a pas été en mesure d'expliquer sur base des facteurs contrôlés. On peut imaginer énormément de facteurs qui pourraient influencer le score de performance des joueurs, comme l'humeur de l'expérimentateur, les conditions météorologiques, les aléas, par exemple le fait qu'un joueur peut s'être blessé la cheville avant l'évaluation, ou encore plus simplement une erreur de mesure, le fait qu'il n'y ait pas une précision absolue quant à l'évaluation du score de performance des joueurs. Pour connaître toute la variabilité intrasujet, vous pouvez additionner les scores de ces trois sources de variabilité intrasujet. Pour la somme des carrés des écarts, on obtient 633,5. Et on peut faire la même chose pour les degrés de liberté. La somme de tous les degrés de liberté qui se rapportent aux différentes sources intrasujet vaut 30. Et voici ce qu'on peut donc ajouter dans le tableau de décomposition de la variance. Il ne nous manque plus à présent que la variabilité totale. Et comme on l'a vu au tout début de cette vidéo, la variabilité totale se décompose entre la variabilité intersujet et la variabilité intrasujet. Autrement dit, pour connaître la somme des carrés des écarts totale, il suffit d'additionner les sommes des carrés des écarts du total intersujet et du total intrasujet, ce qui donne 6180,85. Et je peux naturellement faire la même chose avec les degrés de liberté. 30 plus 29 me donnera 59, ce qui correspond d'ailleurs à nombre d'observations moins 1. Puisqu'on étudie des couples de joueurs et non des joueurs isolés, on a vu qu'on devait considérer que les deux joueurs au sein d'un couple constituaient un seul individu statistique. Cela nous amenait à penser qu'il y aurait certainement un lien de dépendance entre les scores des deux joueurs au sein d'un couple, et c'est pour cette raison qu'on est parti sur une idée d'un plan niché, plutôt que de faire une simple one-way ANOVA dans laquelle on considère que tous les joueurs sont indépendants les uns des autres. Le coefficient de corrélation intraclasse sert à mesurer la dépendance entre les différentes mesures répétées, ou dans ce contexte, la différence entre les deux joueurs qui appartiennent à un seul et même couple. Il est également possible de calculer une statistique F pour tester la significativité de notre coefficient de corrélation intraclasse. Tout cela, on ne va pas le faire manuellement, puisqu'il y a un moyen assez rapide de le faire dans Jamovi. Il n'y a malheureusement pas d'option clic-bouton qui permet de calculer le coefficient de corrélation intraclasse, mais grâce à la console R, on va pouvoir, à travers deux petites lignes de code, avoir toutes les informations dont on a besoin. Si jamais vous n'avez pas encore téléchargé cette console, vous devrez vous rendre dans Module, Jamovi Library, et là vous choisirez cette option qui correspond à la console R. Je vais me rendre dans cette console et je vais vous expliquer pas à pas ce qu'on va faire. Dans la console, vous verrez qu'il y a une ligne de commentaires, vous pouvez l'effacer, on n'en a pas besoin. On va utiliser une fonction qui permet de calculer le coefficient de corrélation intraclasse. Cette fonction s'appelle ICC. Cette fonction appartenant à un package spécifique qui s'appelle Psych. Dans la mesure où il existe énormément de packages, vraiment énormément puisque à peu près tout le monde peut créer des packages s'il le souhaite, il arrive assez fréquemment que plusieurs fonctions soient nommées de la même manière, même si elles ne font pas exactement la même chose.
Nous, on veut être certain de bien utiliser la fonction ICC du package psych. Pour cette raison, on va spécifier avant le nom de la fonction, le nom du package suivi de 2 points. Ceci est à lire fonction ICC du package psych. Ensuite, ça va se passer comme lorsque vous passiez dans le menu New Computed Variable. On va introduire des parenthèses et entre parenthèses, on va spécifier sur base de quelles données on veut appliquer le calcul. Si je reviens à ma base de données, je constate que ce sont les colonnes 3 et 4 qui contiennent l'information qui me permettront de calculer le coefficient de corrélation intraclasse puisque ce sont les colonnes qui se rapportent aux différentes mesures répétées par individu statistique. Je vais donc retourner dans ma console. Comme vous le savez, je peux le faire en cliquant sur la partie de l'output qui se rapporte à cette fameuse console. Le menu se rouvre alors. Et je vais spécifier entre parenthèses que le calcul doit se faire sur les colonnes 3 et 4 de la base de données. Comment faire cela? Eh bien, la base de données, pour y faire référence, j'introduis le mot data. Attention, je n'ai pas mis de majuscule, c'est très important, vous devez rigoureusement écrire la même chose que moi. J'introduis data et je ne vais pas m'intéresser à l'ensemble de la base de données. Je vais donc spécifier entre crochets quelle partie de la base de données m'intéresse. Il faut savoir qu'entre crochets, on peut mettre 2 éléments qui seront séparés par une virgule. À gauche de la virgule, je vais spécifier quelles sont les lignes de la base de données qui m'intéressent. Si je ne mets rien du tout, par défaut, toutes les lignes seront sélectionnées. Or, c'est bien ce que je veux puisque je veux sélectionner l'entièreté des colonnes 3 et 4. À droite de la virgule, si je spécifie quelque chose, ce sera pour préciser quelle colonne de la base de données m'intéresse. À gauche de la virgule, les lignes, à droite de la virgule, les colonnes. Et moi, je veux sélectionner les colonnes 3 et 4. Je peux l'introduire en mettant 3, 2.4. Les 2 points sont à lire jusqu'à. Je sélectionne donc les colonnes de la 3e jusqu'à la 4e. Si j'avais écrit 3, 2.5, eh bien j'aurais sélectionné toutes les colonnes de la 3e jusqu'à la 5e, c'est-à-dire les colonnes 3, 4 et 5. Donc, laissez bien 4, c'est ce qu'on veut sélectionner. Et une fois que vous avez introduit tout ceci, vous pouvez sélectionner la ligne et cliquer sur la flèche. Et le coefficient de corrélation intraclasse va se calculer. Notez que pour faciliter la lecture de votre fonction à d'autres personnes qui pourraient éventuellement la lire, on a pour habitude, lorsqu'on fait de la programmation, d'enfermer les arguments d'une fonction dans des objets. Et c'est ce que je vais faire. Plutôt que d'introduire tout ceci entre parenthèses, eh bien, je vais spécifier un objet que je vais appeler y. Je vais mettre y égale, qu'ici la combinaison de ces deux symboles veut dire égal, et je vais coller l'objet qui m'intéresse, à savoir une partie spécifique de la base de données. Et dans ma deuxième ligne, je vais spécifier que je veux calculer la fonction ICC sur cet objet y. Ici, le code est assez simple, assez court, donc vous ne verrez peut-être pas directement l'intérêt de faire ça. Mais là, je suis en train de vous expliquer des bons principes à acquérir dès le départ lorsqu'on fait de la programmation. Parce que si vous avez des fonctions à rallonge, vous verrez que ça pourra vraiment rendre la lecture beaucoup plus facile. Et sachez que vous risquez d'être confronté à nouveau à l'écriture de ce type de code, pas dans le cadre de ce cours-ci, mais peut-être dans d'autres cours, ou si plus tard vous vous dirigez vers la recherche, il est de plus en plus reconnu comme un atout de savoir programmer en R, donc voilà pourquoi c'est important d'acquérir ces bases. On va à présent analyser le coefficient de corrélation intraclasse. Vous voyez que Jamovi propose plusieurs manières de le calculer. On va se reporter à la première ligne parce que c'est celle qui correspond à la méthode décrite dans le syllabus théorique. Donc je ne vais pas entrer dans les détails techniques ici. Je vais me contenter d'analyser cette première sortie. Et vous voyez qu'on a dans la colonne ICC la valeur du coefficient de corrélation intraclasse. Vous pouvez constater que c'est un coefficient qui est positif et de grande taille. Il y a ici une forte dépendance entre les scores des deux joueurs au sein d'une équipe. Et le fait que cette dépendance soit positive implique que dans notre design, les erreurs vont être plus semblables entre elles qu'elles ne seraient supposées l'être s'il y avait indépendance entre les 60 observations. Et c'est pour cette raison que je vous avais dit précédemment que dans cet exemple en particulier, si on ignorait la dépendance entre les scores, on se retrouverait avec une statistique F qui serait artificiellement gonflée. Attention, je ne parle pas évidemment de la statistique F de cette sortie ici, je parle bien de la statistique F de l'ANOVA qui permettait de conclure à la significativité du facteur préparation. Et juste après, vous avez la statistique F avec ses degrés de liberté et sa p-valeur qui va vous permettre de déterminer s'il y a une dépendance significative entre les scores des deux joueurs au sein d'un couple. On a vu que le coefficient de corrélation intraclasse valait 0.80
Et au normé pillé, on peut traduire la significativité de ce coefficient en indiquant que la statistique f associée respectivement à 29 et 30 degrés de liberté est égale à 9,1, comme je le vois ici, et est associée à une p-valeur de 2 fois 10 exposant moins 8, ce qui est évidemment inférieur au risque alpha, et m'amène à conclure au rejet de l'hypothèse nulle.